Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Michel Malidia de la direction consulaire du DFAE. Je tiens à vous saluer très chaleureusement et souhaite la bienvenue à tous les spectateurs du webinaire Fiscalité et Finances. Après le grand succès de nos webinaires en 2023-2024, la direction consulaire du DFAE, l'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE Swiss Community et SoliSuisse continuent sur cette lancée. Celui d'aujourd'hui fait suite au webinaire que nous avons tenu le 17 juin dernier sur le thème de l'état civil, qui est toujours disponible sur le site de nos partenaires OSE Swiss Community et SoliSuisse. J'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà notre prochain webinaire du 4 novembre prochain sur le thème des droits politiques. Comme je l'ai déjà mentionné, ce webinaire est organisé conjointement par le DFAE, l'OSE Swiss Community et SoliSuisse. Le webinaire sera enregistré. Nous le mettrons à votre disposition dès que possible afin que vous puissiez le visionner et l'écouter. Vous trouverez le lien sur les sites web de l'OSE Swiss Community et de SoliSuisse. Vous pouvez continuer de poser vos questions sur le chat par le biais du Slido avec le QR code qui sera affiché tout à l'heure. Une remarque importante, ne posez pas de questions spécifiques, par exemple sur des situations personnelles particulières. Le webinaire a pour but de donner un aperçu général du sujet. La direction consulaire est compétente pour le DFAE. Elle est là pour répondre à vos besoins et en tant que guichet unique, elle assure des services consulaires efficaces et conviviaux dans le monde entier grâce à ses 4 divisions: services aux citoyens, protection consulaire, innovation et partenariat et nouvellement le centre de gestion des crises. Je tiens à mentionner en particulier la helpline du DFAE qui est à votre disposition 24 heures sur 24, ainsi que l'application Swiss in Touch qui fête ses 2 ans d'existence. L'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE Swiss Community, présente sur les médias sociaux, justement avec la marque Swiss Community, défend depuis 1916 les intérêts généraux des Suisses de l'étranger en Suisse et est reconnue par les autorités comme porte-parole de la 5e Suisse. Swiss Community soutient les Suisses dans leur départ à l'étranger et favorise les échanges entre la Suisse et sa diaspora. Elle s'adresse en particulier aux jeunes Suisses de l'étranger. Sa responsable du service juridique, Madame Rebecca Tyler, est aujourd'hui avec nous. SoliSuisse est une coopérative pour les Suisses de l'étranger. Elle propose, entre autres, des conseils personnalisés et détaillés sur les thèmes de l'émigration, des globetrotters, de la vie, du travail à l'étranger et du retour en Suisse. Elle dispose également d'un fonds d'aide qui permet à ses membres d'obtenir un soutien financier à leur retour à certaines conditions. Aujourd'hui, sur le podium avec nous, Madame Nicole Tepperwien, directrice et juriste. D'autre part, nous avons également Monsieur Pascal Duss, chef de la section questions fiscales bilatérales et double imposition au secrétariat d'État aux questions financières internationales, SFI. Nous avons également la chance d'avoir 2 représentants de banques suisses, un représentant de la Banque cantonale de Genève, M. Michael Zumstein, ainsi qu'un représentant de la ZKB, Zürcher Kantonalbank, Étienne Rohrbach. Nous vous souhaitons la bienvenue et c'est un plaisir de vous avoir tous parmi nous aujourd'hui. Vivre à l'étranger soulève de nombreuses questions, notamment d'ordre fiscal et financier. Nous vous proposons donc un aperçu concis des points essentiels avec un accent particulier sur la fiscalité. Comment comprendre et lire une convention de double imposition et quels sont les pièges fiscaux en matière de revenus, de prévoyance, de patrimoine, de biens immobiliers ou encore de succession? Quels sont les points particuliers à prendre en compte dans le domaine financier, par exemple en matière de budget, de prévoyance ou de planification successorale? Les 2 premiers exposés porteront en particulier sur les questions de fiscalité et de conventions bilatérales, suivies d'interventions sur les questions financières et bancaires.
Je passe la parole donc maintenant à Madame Nicole Tepperveen de Solis Suisse, qui va nous donner un aperçu de différents thèmes comme les finances, un aspect important de la mobilité, les questions du budget, la prévoyance, la planification successorale, les impôts et les banques. S'il vous plaît. Merci Michel et aussi encore une cordiale bienvenue à tous et toutes de la part de Solis Suisse. Bon, aujourd'hui dans cette webinaire, vous avez déjà entendu nous parlons d'argent. Et maintenant, il va y avoir beaucoup sur des questions de la fiscalité. Maintenant, on va traiter un peu des autres aspects avant. Bon, les finances, c'est toujours très important si on vit à l'étranger, mais aussi si on veut déménager, changer d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup de questions concernant les finances qui se posent. Et moi, je vais parler un peu du budget de sécurité sociale et de planification successorale. Et après, comme j'ai déjà mentionné, il va y avoir encore des présentations sur des impôts et les services financiers et banques. Bon, les finances, j'espère que jamais la seule raison pour déménager d'un pays à l'autre. Mais nous, dans les conseils que nous donnons chez Solis Suisse, nous voyons quand même que très souvent, les finances, c'est quand même une partie importante et ça peut aussi être une raison de déménager d'un pays à l'autre, de oser l'émigration. Et souvent, ça c'est parce qu'il y a l'espoir que dans l'autre pays ou le retour en Suisse, que ça va donner une meilleure qualité de vie. Si le budget est serré, ça peut signifier l'émigration dans un autre pays ou de temps en temps où c'est le retour en Suisse si ça va vraiment plus dans le pays où on est domicilié à ce moment. Bon, parce que souvent, les finances ont quand même un aspect très important. Ça peut aussi être, comme je dis, une des raisons pour déménager. C'est quand même important d'avoir un budget pour voir si on peut vraiment réaliser le rêve et pour limiter un peu les risques. Et là, il y a beaucoup des outils aussi sur l'Internet pour regarder un peu le budget, par exemple pour les retours, le budget en Suisse. Mais aussi, il y a certains outils pour comparer, par exemple, combien ça coûte d'habiter dans un endroit ou un autre. Et tous ces budgets, bien sûr, ils sont très utiles, mais ils ne remplacent jamais un budget personnel. Parce que bien sûr, il y a les revenus à regarder qui sont assez personnels, qui peuvent aussi changer. Il faut regarder les dépenses, mais aussi les besoins personnels et d'être très consciente que ça peut aussi changer. Par exemple, une retraite va changer les revenus. Normalement, il y a moins quand on a la retraite. Ou aussi peut-être s'il y a un mariage, s'il y a des enfants, dans des différentes situations que les besoins vont changer et aussi les revenus et les dépenses. Il y a aussi une certaine influence si on déménage. Il y a peut-être certaines prestations en Suisse qu'on ne peut plus avoir si on est à l'étranger. Par exemple, les prestations complémentaires, les allocations pour impotents, souvent aussi les réductions des primes, où il y a des changements, où il faut aussi calculer quelle influence ça va avoir. Bon, un peu concernant la sécurité sociale, presque tous les États ont un système de la sécurité sociale parce qu'il y a certains risques où ça devient très vite trop cher pour une personne seule, pour soi-même ou aussi pour les proches. Et là, les risques principaux sont par exemple la maladie, vieillesse, l'invalidité ou aussi le décès. Maintenant, avec la mobilité, dans certains temps, on peut utiliser certaines opportunités d'utiliser bien les différents systèmes nationaux, mais malheureusement, souvent, il y a aussi certains risques parce que si on part d'un pays, on part normalement aussi de leur système de la sécurité sociale et comme ça, après, on doit toujours voir comment ça fonctionne maintenant
s'il y a après des frictions ou aussi une perte de l'argent parce qu'on perte de sécurité parce qu'on déménage. Pour ça, par exemple, il faut aussi toujours regarder l'AVS. Normalement, peut toujours aussi avoir dans un autre pays, mais la pension de retraite, par exemple, d'un autre pays, peut-on aussi l'avoir en Suisse? Ce sont des choses à regarder. Parce que la sécurité sociale, c'est toujours très important. En retour aux Suisses, ça veut aussi dire normalement que vous avez de nouveau accès à la sécurité sociale en Suisse. Si vous partez, c'est quand même intéressant de regarder un peu, y a-t-il des aspects de la sécurité suisse que vous pouvez garder? Par exemple, si vous travaillez pour un employeur suisse, ou aussi avec l'AVS facultative, et de faire un peu les comptes si ça vaut la peine et de regarder vraiment quelles sont les opportunités pour les faire. Bon, parce que les cotisations de sécurité sociale, c'est aussi un facteur pour le budget, parce que ça peut coûter assez cher, par exemple, si vous avez la possibilité de rester dans les deux systèmes, par exemple avec l'AVS facultatif. Aussi, souvent, on oublie un peu, dans des autres pays, il y a par exemple aussi des charges sociaux sur les rentes que vous recevrez, ou peut-être même sur des paiements de deuxième pilier, où il peut aussi avoir des charges sociaux. Comme ça, c'est important de aussi regarder les conséquences là-bas. Un autre sujet qu'on normalement on n'aime pas trop traiter, parce que c'est toujours un peu pénible, ça, c'est quand même la planification successorale. Moi, je dirais qu'avec une bonne planification successorale, on vit mieux, mais normalement, on n'aime pas trop regarder qu'est-ce qui va arriver avec le décès, mais c'est quand même une chose importante pour les proches. Là aussi, d'avoir des liens avec deux pays, par exemple, parce que vous êtes dans un pays, mais vos proches dans un autre, ou parce que vous déménagez, c'est toujours le moment pour regarder encore une fois ou de revoir votre planification successorale. Dans certains cas, il y a aussi une possibilité de choisir, par exemple, le droit successoral. Dans certains cas aussi, les compétences, quelle autorité va regarder votre succession, mais malheureusement, la fiscalité successorale n'est pas au choix. Là, il y a des règles très, très fixes. Peut-être dans la planification successorale, c'est aussi important de ne pas oublier les prestations de prévoyance, parce qu'ils font... dans beaucoup de pays, ils ne font pas partie de la succession, ils sont un peu à part, et aussi pas nécessairement des parts réservataires, et ça donne encore une autre possibilité de planification pour le futur. Bon, avec ça, on veut laisser beaucoup de place aujourd'hui pour les impôts, parce que ça, c'est quand même un poste budgétaire important et très complexe. Mais nous sommes aussi conscients que sans banque, presque rien ne fonctionne. Et sûrement, tout est lié. C'est toujours bien de planifier et prévoir à temps. Et aussi d'utiliser les outils et les possibilités de conseils. Et bien sûr, nous, chez SoliSuisse, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas de nous poser vos questions. Et avec ça, merci. Et je redonne à Michel. Merci beaucoup, Nicole. Je passe maintenant la parole à M. Pascal Dus, qui va nous parler des aspects fiscaux importants et nous donner un aperçu des conventions de double imposition. Comment lire et comprendre une convention de double imposition? Quels sont les écueils fiscaux en matière de revenus, de fonds de prévoyance, de patrimoine, de biens immobiliers ou encore d'héritage? Quels sont les 3 conseils les plus importants, M. Dus? Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Alors, je vais vous parler des aspects fiscaux pour les Suisses en étranger dans les prochains après 20 minutes. Je propose qu'on aille directement dans le vif du sujet et gardons les conventions contre les doubles impositions. Les conventions contre les doubles impositions sont les
conventions ou des accords internationaux conclus. Il y a à peu près une centaine de CDI qui ont été conclus entre la Suisse et divers pays sur le revenu et la fortune, et il y en a 8 CDI sur les successions et héritages. Ces accords, ils limitent l'imposition des États contractants. La base de l'imposition reste le droit national. Alors, par exemple, en droit suisse, on n'a pas une imposition des gains en capital privé. Ils sont exonérés. Même que les conventions collectives d'imposition, ils nous donnent le droit d'imposer ou d'imposer des gains en capital privé. La Suisse ne va pas utiliser ce droit qui est donné par la Convention. Alors, il faut toujours garder aussi dans le droit national s'il y a une possibilité d'imposition. Maintenant, les conventions, comment est-ce qu'ils sont organisées ? Là-bas, c'est la résidence. La résidence en tant que où on est c'est des personnes. Une personne est résidente quand elle est assujettie illimitée à l'imposition dans un pays. C'est possible qu'on a une résidence dans les deux pays contractants. Et là, il y a aussi des règles dans la Convention qui disent quelle des deux résidences prime pour appliquer la CDI. Sur la base de la résidence, après, il y a des normes d'attribution qui attribuent le droit d'imposer. Soit il y a une attribution ou dans des rares cas, dans quelques rares cas, il y a une attribution exclusive à un des pays. Rare dans le cas de l'état de source. Par exemple, pour les pensions ou pour des revenus publics, de fonctions publiques. C'est une imposition uniquement dans l'état de cette fonction ou de cet état qui a la fonction publique. Mais assez souvent, les normes d'attribution, ils sont pas exclusifs ou ils sont même restreints à certains niveaux. Et dans ces cas-là, c'est la norme sur l'élimination de la double imposition qui contraint l'état de résidence, comment éliminer la double imposition. Alors là, il y a la possibilité, soit on exonère le revenu, ça c'est la méthode usuelle en Suisse. Alors on exonère le revenu, on le garde toujours on compte pour calculer le taux, mais on ne l'impose pas. Ou l'autre, c'est une imputation. Alors, on impose tout le revenu, mais on impute l'impôt étranger sur le propre impôt. La méthode d'imputation en Suisse n'est uniquement appliquée dans des cas où il y a une limitation de l'imposition à la source de l'autre État. Après, on a cette convention, elle n'est pas toujours, l'application n'est pas toujours parfaite. Parfois, elle est aussi simplement oubliée. Et là, il y a la possibilité pour les contribuables de demander une procédure amiable. Ils peuvent s'adresser à en Suisse, ça serait le SFI, pour mener une procédure interétatique pour obtenir ou éliminer la double imposition, respectivement d'obtenir une imposition selon la Convention. Maintenant, passons aux problématiques. Revenus et fortune, d'abord, ça c'est, je dirais, le plus conséquent. Là, les problèmes commencent avec l'arrivée et le départ. Et ici, le traitement, surtout quand on arrive ou on part durant une année fiscale. Maintenant, la période fiscale. La période fiscale, normalement, c'est une année. Assez souvent, c'est l'année calendrier. Parfois, ou l'année civile. Parfois, c'est aussi quelque chose d'autre. Par exemple, au UK, Grande-Bretagne, là, c'est de début d'avril jusqu'à début d'avril. Alors, il faut chaque fois un peu garder quelle est l'année qui est applicable. Mais quand même, pour la plupart des pays, c'est l'année civile qui est déterminante.
Et là, c'est la question de la prise en compte des mois ou du temps qu'on n'a pas passé dans un État. Parce que la plupart des pays, ils ont un tarif ou une imposition, un taux qui s'applique qui est progressif, et donc il faut prendre en compte tout le revenu. Maintenant, il y a des méthodes en Suisse, et pour certains pays comme la Suisse, on a la méthode d'extrapolation. Alors, on extrapole le revenu qu'on a eu durant qu'on était en Suisse ou qu'on est en Suisse, et on extrapole sur le reste de l'année, où il y a des autres pays qui prennent effectivement les revenus effectifs. Et là, il y a plusieurs problèmes qui se posent, notamment quand on a des revenus qui sont hors du extraordinaire. Par exemple, des gains en capital ou des prestations en capital. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, on a une personne vivant en Suisse qui part à l'étranger, et là, le 1er juillet, durant les premiers 6 mois en Suisse, elle a gagné 60 000 francs de revenus salariales. Les deuxièmes 6 mois de l'année, après son départ, elle gagne 30 000 francs à l'étranger. Et le 1er juin, elle a eu une prestation en capital de 300 000 francs de sa caisse de pension. Maintenant, en Suisse, pour la première moitié, on prendrait les 60 000 francs au taux de 120. Alors, on extrapole pour la deuxième partie. Il y a après les 300 000 francs de prestations au capital qui sont imposés séparément à un taux spécial plus bas. Tandis que dans l'autre État, si on prend le revenu effectif, et prenons qu'il n'y a pas de règles spéciales pour les prestations au capital, il y aurait les 30 000 francs qui sont imposés à un taux de 390 000. Alors, ça donne des taux d'imposition qui sont complètement différents. Mais non, pour 30 000 francs, peut-être on peut encore vivre avec, mais dépendant du revenu qu'on a fait, ça peut être très lourd. Pour éviter ces problèmes, c'est plutôt c'est mieux d'éviter des départs durant les périodes fiscales. Le mieux, c'est d'éviter ces chevauchements sur les différents pays. Alors ça, c'est un conseil à donner. Après, accès au CDI, comme je vous ai dit, il faut être résident pour avoir accès au CDI. Maintenant, quelques pays, ils ont un système territorial d'imposition pour cette personne ou généralement. Et dépendant du pays, par exemple, au cas des Philippines, il conseille des personnes qui sont pas de nationalité philippine sont imposées selon le système territorial, alors uniquement sur le revenu qui provient des Philippines. Et ils ne sont pas considérés comme étant résidents du point de vue du droit philippin, et donc ils n'ont pas accès à la CDI, ou respectivement uniquement très limité. Assez souvent, on voit qu'une personne vit à l'étranger mais travaille pour un employeur suisse. Là, il faut savoir que le revenu professionnel, le salaire, en principe, il est imposable dans l'État de résidence où on vit. En plus, il y a aussi l'employeur qui a peut-être un risque d'être imposé dans ces pays s'il y a un établissement stable. La prévoyance, c'est un autre aspect. Il y a là des paiements de capital. Comme je vous ai déjà dit, il y a des pays qui ne connaissent pas des avantages spéciaux, des taux spéciaux pour les paiements en capital. Par exemple, l'Espagne ou les Pays-Bas. Là, il faut savoir, quand on a un paiement en capital, ça peut être très cher. Et finalement aussi pour la prévoyance, c'est la fonction publique qu'il faut prendre en compte. En Suisse,
la notion de fonction publique est assez large. C'est pas uniquement l'administration centrale, mais c'est aussi, par exemple, les hôpitaux publics, l'école publique, les transports publics qui sont considérés comme fonction publique. Maintenant, quelles sont les conséquences? S'il y a la prévoyance de la fonction publique, elle est imposable uniquement dans l'État où on a travaillé. L'état de la fonction publique. Alors, ça vient de la Suisse, alors ça serait la Suisse qui peut imposer et l'autre État ne peut pas. Maintenant, si on n'est pas dans fonction publique, c'est l'imposition dans l'état de résidence. Et ça peut vous changer assez drastiquement d'un point de vue budgétaire. L'imposition à la source en Suisse, elle est entre 6% et après 13%, tandis que dans l'autre État, ça peut aller jusqu'à 50%. Un point suivant, c'est les revenus de fortune, la dividende d'intérêt. Il faut assez souvent, il y a une imposition à la source dans l'état de source, mais il y a une possibilité selon la CDI de la CDI de demander un remboursement de l'impôt, au moins partiel. Et ça, pour ça, il faut faire une demande. Ce qui est pour les immobiliers, il y a aussi une imposition dans l'État où la fortune où le bien se situe. Alors ça, mais aussi cette imposition, elle n'est pas exclusive. Dans tous les cas, il faut déclarer ce revenu et dans la déclaration de l'état de résidence. Suivant un autre aspect, c'est le pilier 3A. Pas tous les autres pays, ils acceptent ou ils traitent le pilier 3A comme la Suisse, comme avec une exonération, ou respectivement qu'on donne une déduction, respectivement qu'on n'impose pas les revenus du pilier 3A. Les revenus en capital du pilier 3A, là, il faut faire il faut garder avec l'autre État comment eux ils traitent ces produits-là. Finalement, encore, il faut être conscient des limites de la procédure amiable. Comme je vous ai dit, la procédure amiable, c'est un système, généralement, ça marche assez bien. On arrive à éviter les doubles impositions. Mais ça nécessite une coopération entre les autorités. Ce n'est pas toujours le cas que ça marche. Et il y a parfois aussi des divergences de vues. Et là, c'est pas sûr qu'on arrive à trouver une solution. Alors, la procédure amiable, il y a aussi ses limites. Bon, passons aux problèmes succession et donation. Là, je pense que les problèmes sont un peu plus vaste en tant que tel. Il y a peu de CDI. Il n'y en a pas pour les donations, il y en a uniquement 8 pour les successions. Principalement, il y a avec les États-Unis et les autres sont avec des pays européens. Alors, dans la plupart des cas, c'est simplement le droit national des deux pays qui s'applique. Et là, c'est possible qu'on a des situations de double imposition. Il n'y a pas de double imposition. Assez souvent, c'est pas si grave que ça parce qu'en Suisse, on a normalement, il n'y a pas d'imposition, pas des successions et donations si c'est entre les conjoints ou les descendants. Alors là, on n'a pas de problème parce qu'on n'a pas d'impôt en Suisse. Il y aurait uniquement possiblement l'impôt à l'étranger. Mais il y a quand même peut-être on préfère pas payer du tout. Et là, il y a c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, quels sont les problèmes entre les systèmes? Il y a une fois les contribuables qui sont parfois différents. La Suisse,
c'est le défunt qui est imposé, respectivement les héritiers au lieu du défunt, tandis que les autres pays ont parfois aussi encore l'héritier comme imposable. Et là, ça peut, par exemple, si on a un héritage un défunt en Suisse, un héritier aux États-Unis, États-Unis peut-être aussi, mais en Allemagne, il y aurait une imposition dans les deux États, tandis que s'il y a le défunt qui est en Allemagne, il y a uniquement l'imposition en Allemagne. Finalement, pour la prise en compte de dettes, la Suisse fait une allocation sur tous les biens mobiles et immobiles, tandis que les autres États, ils le font par bien. Et par exemple, si on a une hypothèque qui est normalement assez souvent, elle est grivée sur un immobilier, ils alloueraient tout à cet immobilier, tandis que la Suisse fait une allocation proportionnelle. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous guider pour des questions concrètes et en tenant compte le droit suisse et aussi le droit conventionnel. Si vous souhaitez par contre des conseils ou des informations sur le droit étranger, là vous devez vous adresser à des conseillers ou peut-être aussi aux autorités de l'autre État. Et après, je vous ai mis ensemble quelques conseils. Une chose, c'est très important avant de déménager, vérifier votre situation fiscale. Si vous quittez la Suisse, c'est mieux de quitter au début de l'année fiscale du pays d'accueil. Ça reste le risque de problème. Et si vous revenez en Suisse, c'est mieux de le faire à la fin de l'année fiscale du pays de départ. Et finalement, si vous avez une déduction fiscale, impôt à la source, ça ne veut pas dire que l'imposition est définitivement réglée. Assez souvent, vous devez vous devez demander un dégrèvement, vous devez le déclarer. Ce n'est pas la fin des choses avec une imposition à la source. Mais avec ça, je redonne la parole à Michel. Merci beaucoup, Pascal, pour ces explications très complètes. Je cède maintenant la parole à Madame Rebecca Tyler de l'OSE Swiss Community, qui va nous donner un aperçu des services financiers, notamment le thème bancaire hier, aujourd'hui, entre réglementation et réalité, et quelle est la contribution que l'OSE Swiss Community peut faire pour améliorer l'offre bancaire. Merci beaucoup. Merci pour la parole, Michel, et bienvenue à tous et tous. Aussi de la part de l'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE Swiss Community. Dans cette deuxième partie du webinaire, nous passons maintenant à un autre sujet, le sujet des services bancaires pour les Suisses et Suissesses de l'étranger. Et c'est un des sujets centraux pour l'OSE depuis des années. Comme vous le savez, sans doute depuis 2008, il est devenu de plus en plus difficile d'ouvrir un compte bancaire en Suisse pour les Suisses et Suissesses de l'étranger. De plus, certaines banques ont adapté les conditions, par exemple en augmentant les frais ou en introduisant un dépôt minimum. Entre-temps, la situation s'est nettement améliorée, aussi grâce aux deux banques qui sont présentes ici aujourd'hui. Mais il y a toujours des nouveaux défis qui apparaissent chez certaines banques et il n'existe toujours pas de solution pour, en particulier, des Suisses et Suissesses dans les pays soumis à un embargo. Et cette situation reste, bien sûr, toujours insatisfaisante. Surtout, qu'on a besoin d'un compte bancaire en Suisse, ce qui est souvent le cas pour les Suisses et Suissesses de l'étranger. Oui,
Pourquoi ces problèmes? Pourquoi il n'y a pas de solution simple pour toutes les Suissesses de l'étranger? Cette slide, elle est très simplifiée. Il y a encore beaucoup plus de règles qui s'appliquent. C'est seulement pour illustrer la problématique. Alors, sur cette slide, vous voyez la banque au centre qui est domiciliée en Suisse. Mais les clients de la banque, ici, vous, comme Suisses et Suissesses de l'étranger, vous êtes domiciliés à l'étranger. Et du point de vue de la banque, il s'agit donc d'une situation transfrontalière, dit cross-border banking. Et cela signifie que la banque doit, d'une part, respecter le droit suisse, en rouge, ci-dessous, mais aussi tenir compte des réglementations en vigueur dans le pays de résidence des clients de vous. Ce sont les règles en bleu ci-dessus. Et gérer ces risques transfrontaliers. Je vais expliquer un peu plus détaillé. Quand les clients de la banque résident à l'étranger, des clarifications supplémentaires sont nécessaires. Ce ne sont pas seulement les lois fiscaux, mais aussi des règles du droit de surveillance, par exemple l'accès au marché et la protection des investisseurs, et parfois aussi le droit pénal. Et la situation là est très exigeante parce que chaque pays peut fixer ses propres règles. Ça signifie que les banques doivent vérifier concrètement ce qui s'applique pour chaque pays de résidence. Et ils doivent aussi documenter cela dans leurs relations avec les clients. Et de plus, parce que ces règles, ils peuvent changer, il faut également clarifier s'il y a eu des changements et si des changements vont venir. Alors la situation reste difficile et un peu instable, on ne sait jamais ce qui vient. Et il n'existe pas de solution unique pour toutes les Suisses et tous les Suisses de l'étranger, car chaque pays applique leurs propres règles. Alors, ce que fait l'OSE, notre objectif est clair. L'OSE s'engage pour que les Suisses de l'étranger puissent bénéficier des services bancaires suisses et ce, à des tarifs raisonnables et surtout sans dépôt minimum. Pour le moment, on peut dire qu'il existe déjà des solutions tout à fait raisonnables pour beaucoup de Suisses de l'étranger, mais ce n'est pas encore résolu pour tous les cas. Il y a encore des cas particuliers où l'ouverture d'un compte bancaire n'est pas possible ou seulement dans des conditions très difficiles. Et c'est pour ça qu'on continue à suivre ces questions. D'une part, nous soutenons les initiatives politiques correspondantes. En ce moment, il y a une motion au Parlement, Conseil des États, je crois. Nous prenons position sur des modifications des lois et d'ordonnances en Suisse. C'était le cas pour FATCA, par exemple, cet été. Nous répondons aussi aux demandes individuelles de vous. Et si nécessaire, on est aussi en contact avec les banques et nous informons de ces derniers développements, comme dans ce webinaire et dans les newsletters. Et pour terminer, quelques conseils généraux pour vous. Pendant les entretiens de conseil chez l'OSE, nous constatons souvent qu'on doit agir très rapidement. Malheureusement, il est parfois trop tard pour trouver des solutions parfaites parce que les banques, ils doivent aussi faire des clarifications supplémentaires. Alors, il est très important que vous, si vous émigrez, contactez votre banque à l'avance et discutez avec elle sur les conditions. Et si votre banque se montre un peu réticente, examinez également d'autres alternatives. C'est beaucoup plus difficile si vous êtes déjà en étranger. Et si vous vivez déjà à l'étranger et que vous vous rendez rarement en Suisse, nous vous conseillons de contacter la banque bien en avance et de demander si des changements sont prévus. Et essayez de prendre rendez-vous dès le début de votre séjour et non le dernier jour. La banque pourrait alors examiner
la situation et rechercher des situations et préparer les documents nécessaires. De plus, en général, il est aussi bien de réfléchir aux services bancaires dont vous avez réellement besoin et de se demander s'il y a des événements exceptionnels qui viennent et vous comparez les offres de votre banque avec celles d'autres banques. Si vous vous préparez tôt, c'est possible de trouver une meilleure solution. Le plus simple est de contacter les différentes banques. La BCG et la ZKB sont les deux banques qui connaissent très bien les défis auxquels vous êtes confrontés comme Suisse et Suissesse de l'étranger, mais vous trouverez aussi des coordonnées d'autres banques sur notre site web. Et oui, pour la conclusion, la situation de départ varie selon les pays et les clients. Et l'OSE est là pour vos questions. Vous pouvez poser vos questions. On préfère par mail à info@swisscommunity.org. Merci pour votre attention et je redonne la parole. Merci beaucoup, Rebecca. Nous avons également la chance d'avoir deux banques, justement, qui ont signé un accord avec l'OSE. Ces banques sont spécialisées dans l'accompagnement et le conseil de nos compatriotes à l'étranger. Nous allons avoir d'abord une présentation succincte de la Banque cantonale de Genève, représentée ici par M. Zumstein, et ensuite la Banque cantonale de Zurich, la ZKB, représentée par M. Étienne Rohrbach. Michel. Merci, Michel. La Banque cantonale de Genève et Swiss Community, c'est un partenariat qui est depuis presque 10 ans en place. On a des solutions pour les Suisses de l'étranger. On a des teams dédiés à Genève, à Zurich et à Bâle. Et je vais vous présenter maintenant un peu les chiffres et le chemin qu'on fait avec nos clients de l'étranger. Voilà. Ça, notre agenda dans les prochaines minutes. Qui est la Banque cantonale de Genève? Où nous sommes? Nos solutions et les coordonnées de contact pour nous contacter. Moi, je m'appelle Michael Zumstein. Je suis responsable des équipes suisses à l'étranger, à Bâle et à Zurich. Moi, je suis depuis 6 ans chez BCG. Et on a beaucoup de demandes dans ce sujet. Comme c'est mentionné déjà par Soli Suisse, par Rebecca et M. Dus, il y a beaucoup de niveaux qu'on parle avec nos clients. On a reçu aujourd'hui beaucoup d'informations sur les taxes et le chemin pour y arriver, de prendre domicile à l'étranger. Qui est la BCG? La BCG est la plus vieille banque cantonale en Suisse. On compte environ 1000 employés qui sont situés à Genève, à Lausanne, à Zurich, à Bâle. Même après, vous allez voir, on est en étranger avec 2 represented office. La gamme qu'on peut vous offrir, c'est clair, c'est une banque en Suisse. Ça veut dire on parle des comptes, on parle des wealth management, gestion de fortune, mais on parle aussi de la financement. On a différentes divisions dans notre banque. Clients privés, clients private banking, corporate banking et trade finance. Et on a aussi une division Wealth and Asset Management pour des clients fortunés ou très fortunés. Nous sommes basés à Genève, c'est clair. On a environ 20 succursales à Genève. Et dehors de Genève, on est à Bâle, on a Zurich et on a Lausanne avec des succursales private banking. Et dehors de la Suisse, on est présent en France et on est présent à Dubaï avec un office de représentation et aussi à Hong Kong pour être très proche de nos clients privés et de nos clients corporate.
Les solutions. Nous avons un processus assez strict pour vous accompagner. On parle des comptes, on parle des liquidités, on parle des comptes épargnés, on parle des comptes privés, on parle des cartes, des débit cartes ou des cartes de crédit. On parle de la prévoyance, c'est aussi déjà mentionné aujourd'hui. Une grande partie de la fortune de nos clients est liée par la prévoyance, deuxième pilier, troisième pilier. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fortunes qui est normalement basée en Suisse? On peut retirer ou on peut garder jusqu'à l'âge de retraite. Après, on parle des placements. On parle des investissements pour nos clients, gérés par la banque ou gérés par nos clients. Et en plus, on parle aussi des financements ou des refinancements des biens immobiliers en Suisse. Ça veut dire qu'on peut vous donner un soutien avec des immobiliers en Suisse, des immobiliers de rendement, des immobiliers de vacances. On fait des refinancements, ça veut dire qu'on a beaucoup des cas que la banque principale ou l'ancienne banque principale qui ne peut pas vous suivre dans un pays actuel de domicile peut plus faire un prêt hypothécaire. À ce moment, il faut parler avec nous pour trouver la solution. Voilà, ça c'est un peu mes informations sur la BCG. Vous trouvez ici les coordonnées de contact à Genève, à Zurich et à Bâle. À Zurich et à Bâle, on a une adresse e-mail qui est pour nos clients à l'étranger. Si un client vient ou un prospect vient client chez nous, il a toujours une personne personnelle, une personal relationship manager qui est responsable pour tous vos besoins. Et pour finir, on a créé un passeport pour nos clients de l'étranger, un passeport qui vous donne un peu les chiffres de la BCG. S'il vous plaît, si vous me faites un mail, je vous envoie toutes les informations sur la BCG pour être en contact et pour connaître mieux la BCG. Merci. Merci beaucoup, Michael. Étienne Rohrbach, s'il vous plaît, à vous de faire votre présentation. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier Soli Suisse, la DFAE et l'Association suisse des étrangers pour leur étroite collaboration en vue et vis-à-vis des Suisses de l'étranger. Un thème qui m'est très cher. Mes 2 parents sont Suisses de l'étranger. Je reviens d'ailleurs de vacances de Tenerife où j'ai pu voir ma maman. Je travaille au sein de la Banque cantonale de Zurich. Je vais d'ailleurs devoir avoir mon jubilé d'ici 2 mois, donc 10 ans au sein de la Banque cantonale de Zurich, dont 5 ans dans le département du Private Banking international que je représente aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, la Banque cantonale de Zurich, elle est ancrée à Zurich. Nous avons aussi des succursales à l'étranger, comme à Milan et à Madrid, pour ce qui est de l'asset management chez Swisscanto. Pour le reste, on travaille principalement dans la zone économique de Zurich, mais selon notre vision, à vos côtés, partout dans le monde, chers Suisses et Suisses de l'étranger qui nous regardent depuis votre écran. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans plus de 140 pays différents. J'ai moi-même au sein de mon portefeuille environ 45 pays sous gestion. Donc que vous soyez actuellement au Japon, en Australie, en Europe ou peu importe où vous êtes, nous vous épaulons et vous offrons des solutions adaptées à vos besoins, même si vous êtes à l'autre bout de la planète. Je tiens à ouvrir une toute petite parenthèse. Évidemment, il y a certains pays qui sont exclus, comme on l'a décidé et regardé aujourd'hui, des pays sanctionnés du SECO avec lesquels on a certains problèmes ou les pays soumis à certaines sanctions qu'on ne peut pas malheureusement aider. À propos de la Banque cantonale de Zurich, die Zürcher Kantonalbank, alors à l'échelle mondiale et sans dépendance du patrimoine, on l'a vu aujourd'hui, un thème qui est très important, nous offrons des relations bancaires pour les Suisses et Suissesses de l'étranger à partir de 0 francs, donc chaque Suisse et Suissesse de l'étranger sont chez nous bienvenus. Pas de montant minimum, comme dit, et indépendamment du lieu de résidence du client. Pour ce qui est de la qualité suisse, notre établissement financier a été créé en 1870.
On est une banque universelle zurichoise avec une notation AAA. Et vous pouvez vraiment compter sur notre sécurité, notre fiabilité et sur nos compétences, même après votre départ en Suisse. Nous avons une équipe spécialisée d'experts qui sont formés, qui ont habité à l'étranger, qui parlent différentes langues. Et on est à votre écoute pour répondre à vos besoins et à vos questions et pour essayer de trouver des solutions adaptées pour vous à l'étranger. On a un partenariat à long terme, que ce soit avec les Suisses de l'étranger, que ce soit maintenant avec l'Association des Suisses de l'étranger, Swiss Community et SoliSuisse. On travaille étroitement pour trouver des solutions pour les Suisses de l'étranger. Et peu importe où vous choisissez d'établir votre domicile, prenez contact avec nous, cherchez le contact, prenez un rendez-vous pour qu'on puisse discuter de la suite et l'accompagnement de votre déménagement ou de votre prochaine étape de vie à l'étranger. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on répond toujours aux besoins individuels de chacun de nos clients. Chaque client chez nous est traité de manière très individuelle. Donc, l'essentiel en un coup d'œil, on vous a aussi préparé certaines informations qui pourraient vous être très utiles, que ce soit avant un déménagement ou quand vous seriez déjà sur place. Je vous invite à sortir votre smartphone et scanner le QR code que vous voyez à l'écran. Vous allez arriver sur une page Internet qui va vous donner plein de bons conseils à suivre pour la suite de votre aventure. Pour ce qui est de vos avantages au sein de la Banque cantonale de Zurich, vous avez une banque universelle avec une notation AAA. La sécurité, je crois que c'est un thème qui est très très important chez les Suisses de l'étranger. L'ouverture d'une relation bancaire sans montant minimum. Un accompagnement personnalisé qui est vraiment adapté à vos besoins. Vous avez un partenaire fiable qui travaille depuis longtemps avec les Suisses de l'étranger et vous avez une confiance sur le long terme. En plus de ça, une équipe dédiée à l'accompagnement des Suisses et Suisses de l'étranger. On a plus de 5 teams différentes qui s'occupent des Suisses et Suisses de l'étranger. Vous avez la mise à disposition de notre expertise à travers plusieurs articles spécialisés, que ce soit la collaboration en lien avec nos différents partenaires. Et comme je vous ai dit, le deuxième point important, la petite checklist et la liste de contrôle pour l'émigration que vous allez trouver sur notre site Internet. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette présentation et un grand merci à tous nos partenaires pour pouvoir être là aujourd'hui et pour pouvoir présenter la Banque cantonale de Zurich et représenter la Zürcher Kantonalbank. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Étienne. Encore une fois, je remercie chaleureusement nos intervenants et intervenantes. Et j'ouvre maintenant la discussion et nous pouvons venir aux questions qui nous sont arrivées sur le chat. Est-ce que l'on peut se constituer un troisième pilier depuis l'étranger si l'on n'a jamais travaillé en Suisse? Si oui, sera-t-il défiscalisé si l'on retourne vivre en Suisse? Alors peut-être la parole aux banques qui offrent des produits. Et ensuite peut-être... Peut-être je commence, oui. Après on peut regarder la côté fiscale. Bon, normalement, on peut avoir un troisième pilier seulement si on est domicilié en Suisse. Et ça faut aussi seulement le temps de le faire financièrement, si on peut le déduire des impôts. Parce que comme ça, je donne la parole à Pascal concernant les impôts. Oui, à l'étranger, probablement, on ne peut pas déduire. En plus, je crois, le troisième pilier, mais maintenant, je crois, les banques, il faut être aussi payer des cotisations à VIS. Alors, il faut être résident en Suisse, autrement, on ne peut pas cotiser. Petite ouverture de parenthèse. Alors, on peut cotiser si on a un salaire Alors, on peut travailler à l'étranger pour une compagnie suisse et recevoir un salaire suisse qui sera ensuite lié à l'ARAFAO. Et là, ça permettrait théoriquement de pouvoir verser une cotisation sur le compte 3A. Et pour revenir à la question, alors, il est possible d'ouvrir des comptes de libre passage et des comptes de troisième pilier dans les établissements financiers. Alors, je parle en tout cas de moi. Je ne sais pas... Pour toi, Michel, ce qu'il en est? Oui, on a deux situations. Une situation est un troisième pilier, compte troisième pilier existant. Ça, c'est clair. On peut ouvrir un compte existant et faire un versement
chez la Fondation de prévoyance chez BCG. Les autres points qui sont mentionnés déjà, le bénéfice de déduire les impôts. Ça, c'est un point. L'autre point est le domicile fiscal que vous trouvez. En principe, on peut faire, oui, mais dans quelques circonstances, ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce qu'on a comme solution qui fait sens? Si on parle de troisième pilier, on parle de capital pour le retrait. Ça veut dire qu'il faut se faire des pensées. Quelles sont les solutions que pour l'âge de retrait, on a un plus de l'AVS et peut-être de la deuxième pilier. Et là, on a des solutions dans une manière libre pour faire une solution qui vous aide d'avoir les fonds après la retraite. Merci beaucoup. Prochaine question. Dans le cas d'une situation de travail en indépendant basée à l'étranger, est-il possible, voire recommandé, de cotiser à l'AVS facultative? Et là, ça dépendra beaucoup de votre pays de résidence. Nicole. Je peux peut-être vite donner une réponse. Il y a certains critères si on peut faire l'AVS facultative. Une fois, on doit être domicilié dehors de l'Union européenne ou de la EFTA. Et le deuxième est que les dernières 5 ans avant le départ, on doit être partie de l'AVS. On ne doit pas avoir cotisé, mais on a dû faire partie de l'AVS mandatoire. Et troisièmement, on doit demander dans une année pour commencer avec l'AVS facultatif. Comme ça dépend de ces critères. Et vous pouvez les faire comme indépendant ou comme salarié ou aussi comme personne sans emploi ou sans de rémunération lucrative. Comme ça, là, c'est toujours possible. Il faut compter après un peu. Si vous payez l'AVS facultatif, souvent vous pouvez aussi pas le déduire de vos impôts. Ça, c'est un des facteurs. Autrement, aussi pour l'AVS, il y a une certaine facteur de solidarité. Comme ça, on peut aussi réfléchir, mais il faut jamais oublier qu'il n'y a pas seulement pour les pensions, mais aussi pour l'invalidité, pour faire les calculs. Et comme ça, il y a certains facteurs qu'on doit regarder pour voir si c'est recommandé de le faire. Mais souvent, c'est recommandé de le faire. Merci beaucoup, Nicole. La prochaine question. Double imposition sur les droits de succession. En cas de décès de ses parents vivant en Suisse, est-on imposé sur la succession en Suisse et en France si on vit en France et que l'on est résident en France et double national suisse et français? Là, en l'occurrence, c'est une question de convention de double imposition qui a été annulée dernièrement. Et Pascal, si tu peux nous donner quelques éclairages. Ça dépend du droit français. En Suisse, sûr, s'il y a le défunt est en Suisse, il y a la Suisse qui peut en principe imposer. Et après, si la France impose, ça c'est une autre question. Ici, comme je vous ai compris, vous êtes les parents en Suisse. Alors ça veut dire c'est un descendant. En général, il n'y a pas d'imposition en Suisse dans ces situations-là, à part peut-être deux cantons qui ont encore une imposition. Tous les autres, ils ont aboli l'imposition des descendants. Alors, il n'y aurait pas de double imposition dans la plupart des cas. Merci beaucoup. Je vais toucher ma première rente AVS le 1er septembre 2026. Dois-je obligatoirement retirer mon deuxième pilier à cette même date ? Ou puis-je garder la somme auprès de ma caisse en Suisse encore quelques années? Qui est spécialiste du deuxième pilier?
Bon, ça dépend de votre caisse de pension. Là, normalement, vous pouvez regarder dans les statuts pour voir un peu plus. Et bon, si vous êtes déjà à l'étranger, c'est peut-être sur un compte libre passage. Et là aussi, il y a des réglementations à regarder. Mais c'est bien possible que vous pouvez le retirer à une autre date que la rente à vieillesse. Merci beaucoup. Pourquoi ne peut-on pas cotiser à l'AVS en vivant en Europe, mais seulement en dehors de l'Europe ? Bon, ça c'est une décision politique, malheureusement. C'est réglé dans les lois. Et comme ça, pour le changer, il faudrait un changement de loi. Et vous savez tous que c'est assez difficile de le faire. Mais là, on s'est assez souvent déjà pris l'initiative pour rafraîchir la mémoire aussi des parlementaires, pour y discuter. Mais pour le moment, c'est très difficile. Les règles sont malheureusement contraignantes. C'était notre dernière question. Encore une fois, nous ne pouvons répondre qu'aux questions d'ordre général. Et si vous avez des questions vraiment d'ordre privé, vous avez eu et vous allez avoir encore toutes les coordonnées des intervenants et intervenantes ici. Et n'hésitez pas à les contacter directement. Nos experts se tiennent à votre disposition même justement après ce webinaire. Maintenant, vous trouverez les points clés à retenir, les conseils à retenir. C'est il vaut la peine de faire un budget avant quoi que ce soit. Il faut clarifier la situation fiscale avant le déménagement. Quitter la Suisse au début de l'année fiscale du pays d'accueil réduit le risque de problème. Il en va de même pour l'arrivée en Suisse à la fin de l'année fiscale du pays de départ. Enfin, une retenue à la source ne signifie pas que l'imposition est terminée. N'oubliez pas les cotisations sociales qui peuvent représenter parfois de gros montants. Et enfin, discutez de vos projets, de vos besoins avec votre banque suffisamment tôt. Ce webinaire, encore une fois, a été enregistré. Les liens seront publiés sur les sites web de l'OSE Swiss Community et de Solis Suisse dès que possible. Je rappelle encore qu'un dernier webinaire est prévu pour le 4 novembre prochain. Comme indiqué, vous recevrez donc l'invitation très prochainement. Nous espérons avoir pu amener un éclairage et des réponses à toutes vos questions sur ce thème. Merci à tous les intervenants et intervenantes pour les éclairages et les explications utiles qui ont pu être donnés. Et un grand merci aussi à ceux qui sont derrière les coulisses et qui ont rendu cet événement possible. Merci beaucoup et au revoir.